notre plus. Alors, on passe maintenant à la séance de présentation des nouveaux membres. Et je demande à Mme Cosconzo de modérer la session. Merci, Monsieur le Président. Alors, cette année, chaque nouveau membre vous sera présenté en 2 temps. En plus de leur présentation scientifique, vous découvrirez les académiciens au travers de l'interview qu'ils ont accordée à Yvon Lamens. So, for our foreign correspondents, before we give you the floor, we will meet the new Belgian members of the Academy, and we are going to start with the first section. La professeure Sabine Costagnola dirige l'Institut de recherche interdisciplinaire en biologie humaine et moléculaire de l'ULB. On va découvrir son portrait. J'ai rencontré le professeur Gilbert Vassart et Jacques Dumont, qui sont donc vraiment des pionniers dans la recherche en thyroïde et qui m'ont invité à venir poursuivre mes activités à Bruxelles, donc à l'IRIBHN, à l'ULB. Et c'est là que j'ai commencé, on va dire, ma carrière de chercheur proprement dit. J'ai une très bonne relation avec les gens de Belgique. Je trouve qu'ils ont une forme de chaleur qu'on retrouve dans le sud et puis les contacts sont faciles. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est vivre à Bruxelles, qui est une ville internationale où je peux rencontrer des gens de toutes origines, en particulier des Italiens, puisque je suis d'origine italienne, comme beaucoup de gens du sud de la France. Et c'est très cosmopolite, et moi c'est ça que j'aime, c'est le brassage des individus, découvrir des gens d'horizons différents, etc. Et pour ça, Bruxelles est vraiment un endroit extraordinaire. C'est très important de voyager et d'interagir avec les collègues pour se faire un réseau. Donc au-delà de l'interaction scientifique, c'est vraiment interagir, se connaître et pouvoir discuter de manière informelle éventuellement de projets qu'on pourrait développer. Parce que je pense que de toute façon la recherche, ça ne peut fonctionner efficacement que comme ça. C'est-à-dire s'il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de recherche efficace. Je pense que le fait de recruter des gens qui viennent d'ailleurs, c'est une forme de sélection, si je puis dire. Quand on est capable d'aller à des milliers de kilomètres de chez soi, quand on a 20, 22, 23 ans, c'est que clairement on a une motivation qui est là. Et moi, c'est ce que je recherche parce que je pense que cette motivation dans la vie de tous les jours, ça va être la même qu'ils vont mettre dans leurs activités. L'ouverture d'esprit que ça crée est totalement en raccord avec ce qu'on attend d'un chercheur, c'est-à-dire être ouvert. Si je ne suis pas en relation d'amitié avec quelqu'un, j'ai du mal à pouvoir travailler avec. Et donc, cet avantage, c'est que finalement, j'ai un inventaire d'amis fait au fil des années, dispersés sur la planète, et ça, c'est quelque chose de fantastique pour moi. J'aime énormément lire, je suis vraiment une adepte de la littérature, de toutes sortes en fait. Et j'aime beaucoup faire du sport. Je vais à la piscine tous les matins, de 7h à 8h, tous les jours, avant de venir travailler. J'aime bien donner cours, surtout pour établir un lien avec les étudiants. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse en donnant cours, au-delà de transmettre un savoir, il y a des collègues qui font probablement ça bien plus efficacement que ce que je ne le fais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est donner l'envie à des jeunes étudiants qui ne sont pas encore décidés de leur avenir de faire de la recherche. Les plus grands défis pour moi, c'est, je pense, ce serait de convaincre les personnes qui sont, on va dire, qui subventionnent nos recherches, de mettre l'accent sur la recherche fondamentale. Parce que moi, je pense que tout progrès ne peut passer que par la recherche fondamentale. C'est-à-dire que cette propension à financer la recherche appliquée me semble pour moi une hérésie. La recherche fondamentale, c'est-à-dire laisser complètement libre le chercheur d'aller dans la direction qu'il veut, c'est la seule façon d'amener le chercheur à découvrir quelque chose qui peut faire un pas de géant, par exemple, au progrès pour la santé ou pour l'écologie ou pour les grandes questions qui se posent à nous à l'heure actuelle. Eh bien, je dois être tout à fait honnête, c'est-à-dire qu'il y a peu de temps, je voyais ça encore comme une vénérable institution et j'avais un peu ce complexe de l'imposteur qui est quelque chose qui est malheureusement très présent chez les femmes.
c'est-à-dire ne pas se sentir tout à fait légitime. Et puis finalement, en discutant avec des collègues, je me suis aperçue que probablement que appartenir à cette institution je pouvais être tout aussi légitime que quelqu'un d'autre, dans la mesure où, sans vouloir prétendre être quelqu'un qui a révolutionné la recherche en Belgique, je pense avoir apporté une contribution quand même claire et reconnue, en tout cas c'est ce que mes pairs me disent. Ça peut servir aussi à promouvoir des aspects de la recherche belge qui sont peut-être mal connus et qui méritent justement peut-être un peu plus d'officialisation et de décorum pour être appréciés du grand public, par exemple. C'est un plaisir pour moi d'introduire le professeur Sabine Costa-Viola. Elle est professeure de biologie développementale et de cellules souches à l'Université libre de Bruxelles et elle dirige l'Institut de recherche interdisciplinaire en biologie humaine et moléculaire, IHM, de l'ULB. Elle a fait de très importantes découvertes dans le domaine des récepteurs couplés à la protéine G et dans le développement de la thyroïde. Et elle a généré des modèles murins et puis zébrafiches de toute une série de maladies. Et sans perdre le temps, je l'invite à nous présenter ses préoccupations scientifiques. Merci beaucoup pour cette introduction et merci aussi de m'accueillir dans votre grande famille. Comment je fais plus sur le tour là ? Ok. Donc je vais faire une petite introduction de mon parcours et puis du travail que je mène à Bruxelles, à l'ULB. Donc, comme vous l'avez vu, mon nom est Sabine Costa-Viola, je travaille à la faculté de médecine de l'ULB, plus précisément à l'ULB-PHM, qui est un gros centre de recherche de la faculté de médecine, que je dirige. J'ai fait un doctorat d'immunologie à l'Université de Marseille en 1991, à la faculté de l'UNI. Je suis venue en Belgique pour faire un postdoc et j'ai repassé une thèse en 2000 en biologie médicale à l'ULB. Et d'ailleurs, il y a dans cette salle des personnes qui étaient membres de mon jury de thèse. Je suis maintenant directrice de recherche au FNRS et je suis aussi directrice de l'ULB-PHM. Donc, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours travaillé sur la thyroïde, même dans mon premier doctorat en France. Alors, évidemment, lors de mon premier doctorat, on n'avait pas encore cloné tous les gènes importants dans le fonctionnement de cette glande, donc c'était plutôt des aspects biochimiques auxquels je m'intéressais. Une fois que je suis arrivée à Bruxelles, la plupart des grands acteurs moléculaires impliqués dans la génération des hormones thyroïdiennes venaient d'être clonés par le groupe de Gilbert Vassar en commentier à l'ULB-PHM, donc je me suis intéressée plus particulièrement au récepteur de la TSH, qui est donc un récepteur qui est présent à la surface des cellules thyroïdiennes, qui, après avoir lié la TSH produite par l'hypophyse, va contrôler à la fois la synthèse des hormones thyroïdiennes, mais aussi la croissance de la glande. Donc je me suis intéressée pendant de nombreuses années au mécanisme qui permettait à la TSH d'activer ce récepteur, soit dans des conditions physiologiques, soit dans des conditions physiopathologiques, dans des conditions auto-immunes aussi, comme la maladie de Graves-Basedow. Et je me suis aussi intéressée à un autre récepteur qui est le récepteur de la FSH, car c'est le cousin germain du récepteur de la TSH. Moléculairement, ils se ressemblent beaucoup, les hormones se ressemblent beaucoup aussi. Et donc, il était intéressant de faire un parallèle entre l'activation du récepteur de la TSH et celui de la FSH, ce qui m'a amené à m'intéresser au syndrome d'hyperstimulation ovarienne ou au HSS, qui est quelque chose qui pose beaucoup de problèmes, par exemple, chez les patientes qui viennent en milieu de fertilité. Donc, cette première partie de ma carrière à Bruxelles s'est traduite par toute une série d'articles, soit sur le récepteur TSH, soit sur le récepteur FSH, dans des grandes revues. Et donc, ça c'est à peu près jusqu'au milieu des années 2000. Puis ensuite, on avait évolué, la science avait évolué vers des approches mettant en œuvre
de la biologie structurale avec des cristaux de récepteurs, etc. Donc on basculait plus dans quelque chose, une approche différente de la pharmacologie qui ne m'intéressait pas spécialement, et donc je n'avais pas envie de rentrer dans ce domaine-là, et donc je me suis posé la question de comment faire évoluer mes activités. Et comme quand même la thyroïde, c'est la chose que je connais le mieux, je me suis dit pourquoi ne pas s'intéresser au développement lui-même de la thyroïde, d'abord sur le plan fondamental, pour comment c'est toujours intéressant de comprendre de manière très pointue comment un organe se met en place, entre l'étape de spécification des cellules souches au sein de l'endoderme, puisque la thyroïde est un organe dérivé de l'endoderme, jusqu'à ce que l'organe lui-même soit fonctionnel, et puis surtout parce qu'il y avait aussi des questions physiopathologiques derrière, en particulier l'hypothyroïdie congénitale, c'est-à-dire des situations de patients qui ont soit une thyroïde qui ne fonctionne pas, qui fonctionne pas ou peu, soit une thyroïde qui est carrément mal formée, ce qu'on appelle les dysgénésies, qui représente la grande majorité des cas d'hypothyroïdie congénitale, pour lesquels on n'a pas d'explication moléculaire, parce qu'on trouve des mutations, à peu près entre 5 et 10% de mutations dans des gènes connus pour jouer un rôle, mais la plupart du temps on n'a pas d'explication. Et donc, je me suis dit qu'il faudrait aborder la question peut-être sous un nouvel angle, et donc je suis partie sur une approche de mettant en œuvre des cellules souches, dont l'idée c'était de créer un modèle in vitro, donc dans une boîte de pétri, où on pourrait récapituler l'entièreté du développement thyroïdien, de manière à pouvoir l'étudier, chaque étape, pouvoir le manipuler, c'est ce que nous avons fait. Donc nous avons pris des cellules souches, d'abord murines puis humaines, nous les avons génétiquement modifiées, nous avons défini les conditions de culture pour faire qu'au bout de 21 jours chez la souris ou près de 70 jours chez l'humain, on arrive à avoir dans la boîte de pétri des thyroïdes fonctionnels, c'est-à-dire capables de produire des hormones thyroïdiennes, ce qui permet d'avoir un outil pour faire toute une série d'expériences et caractériser au niveau de chaque cellule quels sont les acteurs moléculaires qui sont importants pour permettre de fabriquer une thyroïde totalement fonctionnelle. Et puis aussi, ça nous a permis de faire des expériences in vivo, où on a montré que lorsqu'on prenait des animaux et qu'on détruisait leur thyroïde par un excès d'iode radioactif, si on venait greffer ces petites thyroïdes fabriquées en boîte de pétri, on pouvait sauver ces animaux, c'est-à-dire leur donner, leur restaurer une fonction thyroïdienne totalement normale. Et donc ça permet d'avoir de nouveau un outil pour étudier les conséquences physiopathologiques, par exemple de mutations qui seraient retrouvées chez certains patients, ou alors des voies de signalisation qui seraient altérées et qui pourraient avoir des conséquences sur le développement. Donc là aussi, ça a permis de générer toute une série d'articles dans des journaux de qualité. Et le dernier en date étant celui-ci, on a créé notre modèle humain et nous sommes toujours en caractérisation de ce modèle-là. Voilà, donc je pense avoir résumé les deux grandes étapes de ma carrière en Belgique. Je voudrais juste terminer en remerciant les personnes qui ont joué un rôle important dans ma carrière. Donc en premier lieu Gilbert Bassard, qui m'a tout appris en fait en termes de ce qui doit être un bon chercheur, non seulement techniquement, on va dire, mais aussi humainement. Et puis, je n'ai pas le temps de remercier tous les personnes qui ont collaboré et qui ont été importantes dans des étapes clés de ma carrière, donc j'ai mis quelques-uns, et lui, il y en a bien plus que ça que je devrais remercier. Je remercie Guillaume Smith, qui a joué un grand rôle dans les études pharmacologiques que j'ai citées, qui est maintenant directeur du centre d'immuno à l'UEP, Francesco, qui est le premier à avoir développé le modèle murin à partir de cellules souches, Robert qui m'a aidé à mettre en place les zébrafiches à l'ULB. Il n'y avait pas de zébrafiches à l'ULB quand on a commencé. Mon collaborateur de toujours, Sandre Fetov à Chicago, probablement un des meilleurs médecins spécialistes de la thyroïde au monde. Le directeur précédent de l'IBHN, Marc Parmentier, qui m'a transmis le flambeau et la succession de l'Institut, et je l'en remercie. Et je vais terminer par mon étudiante Myriam Bornetti, qui c'est celle qui me permet de continuer à publier des papiers de qualité en ce moment, alors que je suis vraiment extrêmement phagocytée par le management de l'Institut, et grâce à elle, je continue à pouvoir faire de la science, et je l'en remercie vivement. Et je vais terminer juste par cette idée-là. Je voudrais remercier avant tout mon grand-père qui m'a élevé
et qui m'a était instituteur, et qui m'a donné le goût de faire de la science et d'apprendre. Voilà, merci beaucoup. Merci pour cette belle plaidoirie pour la recherche fondamentale, pour des résultats très intéressants. Et j'espère qu'après avoir été un peu phagocyté, vous allez être pas détruit par des lysosomes, mais recyclés à la surface pour pouvoir continuer la recherche.